L'interview romaine avec Cyprien Viette. Stéphane von Kempis, bonjour, vous êtes allemand, vous êtes le coordinateur de la section allemande de Radio Vatican, Vatican News, ici à Rome, au sein du Dicastère pour la communication. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter ce qui vous a conduit ici dans votre vocation de journaliste au Vatican? Je suis pratiquement un dinosaure ici dans cette structure parce que j'ai commencé la première fois en 1989, ici à la Radio Vatican, et à l'époque, il y avait encore le mur de Berlin. Donc vraiment, je suis un de la vieille garde, disons, désormais. C'était après le bac que j'ai fait à Bonn, dans l'Allemagne occidentale. Je me disais, tiens, je vais faire quelque part un stage ou à Moscou, toujours dans une section allemande d'une radio nationale. Alors, j'ai envoyé des demandes. Ici, on m'a répondu, Radio Vatican, oui, d'accord, pour un stage. Alors, je suis venu en printemps 89. Il n'y avait même pas de table prévue pour un stagiaire, ni une machine à écrire à l'époque. Je devais m'organiser tout ça d'abord pour commencer le travail. C'était une autre radio, c'était une autre façon de communiquer. Il y avait encore des bobines pour enregistrer qu'on coupait matériellement avec des petits ciseaux. Il n'y avait pas de stress. Le soir, on fermait la porte de la radio avec une grande clé et donc on pouvait aller à la maison et se dire voilà, le programme est fait. Personne va t'embêter encore cette nuit en disant voilà, le pape est sorti à surprise, il a fait ci, il a fait ça. C'était vraiment une autre époque. Moi, je trouvais ça fantastique ici. Et ici, le travail était assez libre, vu que la radio était gérée à l'époque par des jésuites, qui nous laissaient faire avec un œil plutôt bienveillant sur nos activités. Voilà comment j'ai commencé. Après, j'ai étudié, mais toujours pendant mes études, j'ai tenu le contact avec la Radio Vatican. Et en 2001, peu après le 11 septembre, je suis retourné stablement ici. Depuis, je me trouve ici. J'ai vécu toutes les réformes possibles, tout le développement du journalisme qui ne consiste plus ici à couper des bobines en petites pièces, mais on est devenu virtuel, multidisciplinaire, etc., etc. C'est notre radio, c'est notre vie de journalisme, et toujours très beau, je trouve. Alors, vous avez parlé des jésuites, vous êtes donc le premier laïc à avoir pris la responsabilité de la section allemande. Qu'est-ce que ça change, cette prise en charge de l'information par des laïcs? Est-ce que la tonalité, par exemple, des émissions de Radio Vatican a changé depuis que les jésuites se sont mis en retrait, en tout cas pour la section allemande? Je sais pas. C'est pas une grande coupure, c'est surtout très dommage que les jésuites sont plus ici. Ils donnaient un autre esprit de groupe, un esprit un peu de famille. Moi, j'ai eu des très belles expériences. Je suis encore très ami de mon prédécesseur, le père von Gemmingen, avec presque 90 ans. Et on est dans un super contact. C'est surtout regrettable que les jésuites ne jouent plus aucun rôle ici. Mais il faut l'accepter, c'est un fruit des réformes magnifiques du pape François. Je ne crois pas qu'on a énormément changé, mais clairement, ce qui nous manque un peu, c'est un aspect pastoral. On était toujours un organe surtout journalistique avec des infos, etc. Mais avant, quand c'était un jésuite qui lit une information, c'est toujours autre chose que si moi je l'ai fait. Ça donne une autre résonance, ça vient de quelque part d'autre. Ça nous manque un peu et donc on a toujours quelques prêtres attachés, disons, au programme qui donnent des conférences audio ou qui expliquent les évangiles du dimanche, juste pour ne pas perdre cet aspect un peu pastoral, mais au fond, on a toujours été une chaîne d'information, on continue à l'être. Alors, quels sont les contours de la rédaction? Combien de personnes vous avez sous votre responsabilité? Quel est le volume de production? Quelles sont vos émissions actuellement? On est 6 personnes, on fait un programme de 24 heures en théorie parce que en Internet, il n'y a plus de limites. Si on compte seulement les satellites et la vieille façon de faire la radio, c'est 1 heure à peu près qu'on fait de audio tous les jours et énormément d'activités sur le site Internet qu'on a. Donc, c'est très digital. Je crois qu'on est parmi les plus actives sur le site Internet de toutes les à peu près 50 sections linguistiques de Vatican News, Radio Vatican. Tout ce qui nous intéresse, ce qu'on trouve intéressant, important pour nos gens. Il n'y a pas tellement quelqu'un qui nous dirait, quelqu'un italien qui nous dirait, voilà, il faut parler absolument de ça. C'est clair qu'on parle du pape. Ça, c'est vraiment notre devoir en tant que Vatican
Vatican News. Mais parmi nos thèmes sont l'écuménisme, très fort pour l'Allemagne, évidemment, les grandes religions, l'islam, les droits de l'homme, les pays en développement. Un peu tout ce qui manque en d'autres médias, on essaye de donner cette possibilité. On va revenir un petit peu en arrière, raconter votre service auprès de 4 papes maintenant. On va commencer par Jean-Paul II. Quel souvenir vous gardez de ce pontificat que vous avez couvert dans une période où Jean-Paul II était ralenti, souffrant? Comment cette fin de pontificat de Jean-Paul II a été vécue ici en interne à Radio Vatican? À la fin, c'était un peu pénible, je dois dire. Le pape visiblement souffrant. Et dans le Vatican, on n'était vraiment pas capable, on n'avait pas d'expérience de traiter sensiblement avec une personne âgée. Parfois, c'était un peu à la limite à cette époque-là. Mais j'ai connu encore Jean-Paul II assez vigoureux quand je suis venu en 89. Une personne profondément charismatique. Je ne vais jamais oublier comment c'était de le rencontrer. Une force de charisme, de présence incroyable. Et après, avec Josef Ratzinger, Benoît XVI, c'était une grande surprise. Très beau que ce cardinal qu'on avait toujours connu, interviewé. Moi, j'avais toujours été le responsable d'interviewer le cardinal Ratzinger. Je devais lui faire pratiquement un piège à la place Saint-Pierre. Je m'installais le matin un peu avant 9h, proche de l'obélisque, et quand je le voyais arriver, j'allais vers lui, je dis « Alors, cardinal Ratzinger, je voudrais bien une interview. » C'était « Ah, mais peut-être pas ici. » Il battait la retraite. Et alors, comme ça, demain, où ça dans la congrégation, d'accord, demain à 9h, je vais être à la congrégation. Et comme ça, je l'avais connu. Et si le jour après, on allait à la congrégation pour la foi, il était très aimable. Alors, voyons ce que vous voulez me parler. Si, il se prenait énormément de temps. C'était hyper sympa. Un gentleman. À cette époque-là, il me demandait pour ma famille. Et depuis, pratiquement jusqu'à sa mort, il avait toujours présent « Ah, comment va le grand, mais là, il doit avoir passé le bac, qu'est-ce qu'il veut faire ?» Quelqu'un qui avait vraiment une énorme mémoire et on se sentait vu et compris et entendu par lui. Donc ce lien avec Benoît XVI, ce lien intime, affectif, s'est maintenu durant son pontificat et aussi après son pontificat. Et aussi après, oui. Je suis encore allé avec toute la famille 2 ans avant sa mort, là, à cette petite maisonnette où il habitait dans le jardin du Vatican. Ma femme avait préparé une tarte aux pommes. Il fouillait dans le sac plastique. Je me disais, zut, normalement, je portais toujours un livre, mais là, je n'avais pas de livre avec moi. Visiblement, il cherchait le livre. Non, c'était vraiment un gentleman, vieille école, très sympa, complètement différent de son image publique. Bizarrement, on retenait ce pape gentil comme quelqu'un qui allait frapper les hérétiques ou les trop progressistes dans l'église. Moi, je l'ai vu comme un nonno, on dit ici en Italie, un grand-père sympa et très à l'écoute. C'était une expérience vraiment très agréable avec ce pape. Et après, Francesco François était un ouragan qui venait comme les hurricanes, on ne sait pas d'où, tout d'un coup qui s'est abattu aussi sur nous. Personnellement, je l'ai toujours vu comme très gentil, mais j'avais pas vraiment l'impression qu'elle était hyper intéressée aux particularités allemandes. Il y avait un fond de mécompréhension entre lui et l'Église en Allemagne, je crois qu'on peut vraiment dire ça, qui s'est allé aussi un peu à la relation entre lui et notre programme, qui n'était pas mauvaise. On apparaissait à chaque audience générale sur le podium avec lui pour lire les textes en allemand. Il était toujours gentil, mais c'était pas quelqu'un qui disait « Alors tiens, fais-moi comprendre, assieds-toi, parlons un peu ». Si je devais être sincère, j'avais l'impression qu'il y avait certains concepts sur l'Église en Allemagne difficiles à rompre. C'était un malentendu culturel entre un latino-américain et une Église en Allemagne. Ce malentendu culturel a joué un grand rôle dans toute cette histoire tortueuse entre le chemin synodal de l'Église en Allemagne et le Vatican. Vous aviez écrit un livre sur le pape François au début de son pontificat, je crois. Est-ce qu'on peut dire aussi que son expérience, son échec dans son doctorat en Allemagne a aussi joué un rôle dans cette relation un peu frustrante qu'il avait avec l'Église allemande? C'est lui qui apprend ça toujours comme un échec. Une fois que j'étais chez lui avec un jésuite qu'il avait connu là, le père Zivanich de Francfort, ils étaient très aimables entre eux, ils parlaient très bien ensemble. Et le pape disait en allemand,
Wir haben immer einen guten Wein getrunken. On a bu toujours un très bon vin. Et ça me semblait honnêtement que ça peut pas avoir se passer si mal que ça, quand même. Mais bon, c'était juste mon impression après cet entretien avec lui, avec le père Zipanik. C'est pas que le pape disait, oh là là, si je me rappelle comment c'était dur chez vous. Je crois qu'il passait tout simplement une certaine nostalgie de l'Argentine et qu'après, le temps qu'il a passé à Cordoba, en Argentine, à mon avis, a été beaucoup plus dur pour lui que cet intermezzo allemand. Alors maintenant, nous continuons à découvrir le nouveau pape Léon XIV. Vous parliez d'une difficulté de compréhension de l'Église allemande par son prédécesseur François. Est-ce que vous sentez qu'avec Léon, les canaux de communication, de contact sont repris? On voit qu'il reçoit beaucoup d'évêques allemands en ce moment. Est-ce que vous pensez que ce dialogue portera des fruits pour rétablir une réelle communion entre l'Église allemande et Rome? La communion entre l'Église allemande et Rome n'est pas interrompue ni endommagée. Le dialogue ne s'est jamais arrêté, même pas à l'époque de François. Le dialogue passait avec François, mais aussi avec ses collaborateurs, Parolin, bien sûr, et entre autres aussi Prévost, déjà à l'époque, qui est très renseigné, le pape actuel, très renseigné sur les détails des problématiques qui sont apparues ça et là. Donc c'est un dialogue qui continue, mais qui continue aussi avec un peu plus de connaissance des détails et un peu moins de mécompréhension culturelle, je crois, des deux côtés. Je partage pas du tout cette méfiance chez beaucoup de monde, aussi ici dans le Vatican, envers l'Église en Allemagne. Ici, certains traitent le chemin synodal comme ouvertement hérétique. Franchement, c'était sous le choc de cas d'abus, un effort très honorable de sortir de cette situation désagréable en parlant avec tout le monde, en s'écoutant. Au fond, on a essayé ça, on a précédé ce que François après a inventé avec le chemin synodal de l'Église universelle. On l'a anticipé un peu. La méthode n'est pas si différente. François aurait dit elle est un peu plus parlementaire chez les Allemands. Mais bon, c'est une approche aussi pas complètement délégitimée, même à l'intérieur de l'Église. Vous sentez aussi que votre rôle en tant que responsable de la section allemande avec vos collègues ici, c'est aussi d'apporter cette nuance, cette compréhension qui manque un petit peu quand on lit des articles dans la presse italienne. Souvent, c'est très univoque. Votre rôle ici, c'est aussi de témoigner de cette sincérité de la recherche allemande pour une Église plus proche de la population. Absolument, absolument. Mais aussi l'envers est vrai. C'est-à-dire, je dois aussi beaucoup expliquer en Allemagne à mes amis comment on réfléchit, comment on raisonne ici en Italie et dans le Vatican. Parce que, bien sûr, la position du Vatican a sa légitimité, la préoccupation de tenir l'Église universelle ensemble est absolument importante et justifiée. Et l'Allemagne, aussi l'Église en Allemagne doit aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas réinventer la roue, comme dit un proverbe allemand, mais qu'ils sont partis d'une Église universelle et qu'on doit rester pour ça, pas seulement en dialogue, mais en unité et avancer ensemble. Je vois cette compréhension des deux côtés chez certains acteurs, mais parfois elle manque aussi. L'interview romaine avec Cyprien Viette.